aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de l'océan Anthropocène, des risques mais aussi des opportunités qui y sont associées. Ce que ça décrit, l'Anthropocène, c'est une nouvelle époque où les humains sont devenus une force dominante du changement planétaire, avec des impacts très profonds sur la biosphère et le système climatique de la planète. Et une des caractéristiques de l'Anthropocène, c'est la vitesse à laquelle les transactions s'opèrent, c'est l'hyperconnectivité de nos sociétés, où les personnes, les lieux, les cultures, les économies et les technologies sont connectés à travers géographie, secteurs et contextes socio-économiques de façon sans précédent. Quand mes parents sont nés, il y avait 2 milliards de personnes sur Terre. On approche maintenant 8 milliards d'habitants, juste sur ces 70 dernières années. Qu'il s'agisse de la consommation d'énergie, qu'il s'agisse des émissions de dioxyde de carbone, de la déforestation, etc., vous voyez la tendance qui est exponentielle. Alors maintenant, quid de l'océan ? L'océan, c'est les 2 tiers, plus des 2 tiers de la surface planétaire, environ 70% de la surface de la Terre. Il fournit de l'oxygène, bien sûr, et surtout, c'est une formidable source de biodiversité. La vie dans les océans existe depuis environ 3,7 milliards d'années. C'est 3 fois plus longtemps que la vie sur Terre. Sur les 34 principaux groupes de classification animale, il y en a 34 connus à l'heure actuelle, 33 se trouvent dans les océans, seulement 12 sur Terre. L'océan, c'est aussi essentiel pour le climat. La circulation océanique est un moteur du système climatique. Aussi bien l'absorption du dioxyde de carbone, environ 1/3 du CO2, mais surtout de la chaleur excédentaire, jusqu'à 93% de la chaleur excédentaire émise est absorbée par l'océan. Donc pour l'instant, c'est vraiment cette sorte de tampon qui nous protège de cette chaleur excédentaire. Et ça ne peut pas durer indéfiniment. Et puis l'évaporation, bien sûr, dans l'atmosphère, les courants profonds, toute la circulation océanique et climatique est régulée par l'océan. Et enfin, l'océan et l'économie. Si c'était un pays, l'océan, par les mesures traditionnelles du PIB, c'est 2,3 trilliards d'euros. Et si l'on considère tous les actifs océaniques, c'est-à-dire toutes les infrastructures et les actifs comme les bateaux, les fermes aquacoles, etc., ça va jusqu'à 22 trilliards d'euros. Donc c'est une valeur absolument colossale et sans commune mesure avec celle des plus grands fonds souverains. Et bien sûr, l'océan assure la subsistance de centaines de millions de personnes, il crée des emplois, il sert de base à des industries entières, telles que le tourisme, le transport maritime, les ressources halieutiques, la pêche. C'est souvent perçu comme la nouvelle frontière économique, c'est-à-dire qu'il y a des espoirs et des attentes sans précédent sur l'océan pour fonctionner comme le moteur de développement de l'humanité. Avec des collègues à l'Université de Stockholm, nous avons essayé de synthétiser toutes ces attentes et tous ces espoirs dans l'océan en fonction de 3 besoins fondamentaux de l'humanité: la nourriture, les matériaux et l'espace. Pour ce qui est de la nourriture, ça va être ressources halieutiques, pour la consommation directe, mais aussi pour la consommation indirecte. On utilise beaucoup d'huile de poisson et de farine de poisson pour nourrir l'élevage sur Terre. Donc vous avez des interconnexions entre les deux. Ça va être bien sûr tout ce qui est énergie, avec énergie fossile, ça va être les minéraux, les matériaux comme le sable et le gravier, l'eau. De plus en plus, on utilise l'eau de mer pour la dessaliner et l'utiliser comme eau douce. Chaque jour, c'est 65 millions de mètres cubes d'eau qui sont dessalinés dans le monde et utilisés comme eau douce. Un pays comme le Qatar, par exemple, c'est 99% de son apport en eau douce qui vient d'eau dessalinée. Et bien sûr, c'est l'espace. Et alors l'espace, ça va être le transport maritime, ça va être les câbles sous-marins de communication, ça va être le tourisme, ça va être la plaisance, etc. Et on va en parler de nouveau. Si l'on regarde les tendances temporelles de tous ces besoins et de toutes ces attentes sur l'océan, eh bien, finalement, ça ressemble beaucoup à la grande accélération. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé l'accélération bleue, vraiment dans l'esprit de cette grande accélération. Et ça représente une nouvelle phase dans la relation de l'humanité avec l'océan qui présente un taux de changement phénoménal au cours des 30 dernières années. Et avec une accélération non pas dans les années 50, mais vraiment caractérisant le début du XXIe siècle. Alors cette différence entre la grande accélération et l'accélération bleue en termes de temporalité, elle s'explique notamment par les innovations technologiques.
C'est-à-dire qu'il y a 70 ans, on n'avait pas la technologie pour aller aussi profond ou pour utiliser l'espace marin tel qu'on l'utilise aujourd'hui. Et puis aussi, ça s'explique parce qu'on est à court de ressources de plus en plus sur Terre et que donc on se tourne vers l'océan, encore une fois, comme la prochaine frontière. Si on regarde juste sur les 20 dernières années, voilà les pourcentages d'augmentation sur 20 ans seulement. L'aquaculture, c'est le secteur de production alimentaire qui a connu la croissance, qui connaît toujours la croissance la plus rapide au monde, et notamment mariculture, c'est-à-dire l'aquaculture en milieu marin. La capacité de production d'énergie éolienne en mer, ça a été multiplié par 5 fois, c'est 51 000% d'augmentation sur ces 20 dernières années. 70% des principales découvertes de gisements d'hydrocarbures, du pétrole et du gaz, ont lieu en mer à l'heure actuelle. Plus de 13 000 séquences génétiques provenant d'organismes marins ont fait l'objet de brevets sur ces 30 dernières années, etc., etc. Donc, il y a quelque chose réellement qui se passe dans l'océan, et c'est aussi bien dans l'extraction de ressources que dans l'utilisation de l'espace. Donc, un de mes favoris, par exemple, ce sont les câbles sous-marins. 1,4 million de kilomètres de câbles sont à l'heure actuelle sous l'eau. Et ils permettent 99% de toutes les communications internationales que vous avez. Donc chaque fois que vous communiquez en dehors de la France, sur Zoom, par téléphone ou quoi que ce soit, ça passe par des câbles sous-marins. Plus d'1 million ont été installés, 1 million de kilomètres, juste sur ces 20 dernières années. Le transport maritime, c'est 80% du volume total du commerce mondial, par volume, 70% par la valeur, par le coût. Donc c'est colossal, vous retirez ça, il n'y a pas de commerce mondial, il n'y a pas de globalisation. Et cette réalité, c'est l'océan de l'Anthropocène. Donc de la même façon qu'il y a une accélération de l'utilisation des océans, il y a bien sûr une accélération des pressions sur les océans. Nutriments, zones mortes, changement climatique, acidification, on en a entendu parler, plastique, espèces invasives, destruction de l'habitat, les pressions sont nombreuses. Un graphique que peut-être vous connaissez déjà, c'est celui de la pêche, où au cours du temps, le nombre de stocks de poissons considérés surpêchés, au-delà de ce qui peut naturellement se renouveler, continue d'augmenter. De la même façon, les vagues de chaleur dans les océans. J'ai dit que l'océan absorbait 93% de la chaleur excédentaire. Eh bien, ce que l'on observe, c'est une fréquence et une intensité de ces vagues de chaleur qui augmentent au cours du temps. Il y a quelques jours seulement, la revue scientifique Nature publiait cette analyse montrant que l'année 2023 était un niveau record pour la température des océans. Alors la question pour un scientifique comme moi et pour mes collègues certainement, c'est une fois qu'on a fait ce constat, comment appréhender cette nouvelle réalité ? Comment l'appréhender, comment la comprendre, comment l'étudier, mais aussi, surtout, comment agir. Et la première des choses, c'est de remettre en question la vue conventionnelle des 3 piliers de la durabilité ou de la soutenabilité ou du développement durable, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Et traditionnellement, ça a toujours été décrit comme l'intersection entre l'environnement, la société et l'économie. Et là, juste au centre, vous avez parfaitement cette durabilité, compromettre les 3. En réalité, c'est très différent. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut une base, une fondation de l'environnement sur lequel s'imbrique la société, sur lequel s'imbrique l'économie. Autrement dit, si vous n'avez pas une société qui fonctionne, vous n'aurez pas une économie qui fonctionne. Et je pense que la crise du Covid-19, entre autres, l'a vraiment démontré. Et par extension, il n'y aura pas de société qui fonctionne s'il n'y a pas d'environnement qui fonctionne. Et donc, ce qui est ici juste une diapo avec un schéma classique est en fait absolument fondamental pour notre perception, et notamment la perception politique et économique qu'il faudrait avoir vis-à-vis de l'environnement. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de négociable, ce n'est pas quelque chose avec lequel on compromet ou on cherche le milieu. C'est vraiment la fondation même de notre existence sur Terre. On entend souvent « Oh, il faut sauver la planète, les écolos veulent sauver la planète ». En réalité, il ne s'agit pas du tout de sauver la planète. La planète, elle a été là pendant 4 milliards d'années, elle continuera à l'être.
Il s'agit de préserver et de conserver les conditions actuelles qui ont permis l'essor de la civilisation humaine telle qu'on la connaît et telle qu'on en profite. C'est ça qui est en jeu, beaucoup plus que la planète. Alors une fois qu'on a dit ça, encore une fois, comment appréhender et comment comprendre cette accélération bleue? Il y a plein de dimensions, plein d'aspects dans lesquels on pourrait plonger ensemble ce soir. J'ai essayé d'en sélectionner que quelques-uns. Le premier, c'est la notion de risque. La prise en compte des risques océaniques dans l'océan de l'Anthropocène doit tenir compte du caractère multidimensionnel de ces risques. C'est-à-dire que l'on perçoit souvent les risques comme la montée du niveau de la mer, ou des tornades, ou des tempêtes, ou des inondations. Et bien sûr, ce sont des risques essentiels, ce sont des dangers. Mais au-delà de ces risques biophysiques, d'une certaine façon, il faut également tenir compte des dimensions sociales, des dimensions géopolitiques et des dimensions financières, par extension, de ce qui se passe à l'heure actuelle dans l'océan. Eh bien, il est facile d'imaginer qu'il va y avoir des conflits entre utilisateurs de l'espace marin. Et c'est quelque chose que l'on voit à l'échelle mondiale, c'est quelque chose que l'on voit à l'échelle portuaire, probablement à Sète et dans d'autres villes côtières, entre plusieurs utilisateurs du même espace marin. Un exemple, non pas de la Méditerranée, mais de la Scandinavie, c'est celui de la mer du Nord et de la région de Skagerrak, en Norvège, au sud de la Norvège. C'est une des régions avec le plus intense trafic maritime. Il y a aussi d'importantes réserves de pétrole, de gaz et de minerais dans les fonds marins. C'est une zone de pêche commerciale très importante pour la morue, entre autres. C'est une destination privilégiée pour le tourisme de croisière. Tous les fjords, les fameux fjords norvégiens, sont une grande partie situés ici. Et pareil pour l'aquaculture et la mariculture. Si vous avez mangé du saumon récemment, et il y a une grande probabilité pour que le saumon vienne de cette région et de la Norvège. Une seule compagnie norvégienne produit un saumon sur 5 que vous mangez. Et chacun de ces secteurs envisage de continuer à croître. Les producteurs de saumon annoncent une multiplication par 5 de la production d'ici 2050. En même temps, les croisiéristes disent que le nombre de passagers va augmenter, encore une fois, par 5 fois, multiplié par 5 d'ici 2030 seulement. La capacité des parcs éoliens, qui est perçue comme une des énergies renouvelables avec le plus de promesses pour décarboniser l'économie, c'est plus de 4 fois une augmentation dans les années à venir, tandis que le gouvernement norvégien continuait de distribuer des permis pour l'exploitation minière, en eau profonde notamment, de minerais, mais aussi l'exploitation de pétrole et de gaz. Et le résultat de ces utilisations diverses et variées de l'océan, c'est 2 types de conflits. Le premier, c'est ce qu'on appelle un conflit utilisateur-utilisateur, c'est-à-dire c'est quand une des activités qui prend place dans l'océan empêche une autre activité. Typiquement, le chalutage en eau profonde ne peut pas avoir lieu si vous avez des câbles et des pipelines qui sont au fond de la mer. Et puis, vous avez des conflits utilisateurs-environnement. Et ça va être l'impact d'un secteur en particulier sur l'environnement, ce qui déjà est un problème, mais de ce fait, comment l'environnement ne sera donc plus disponible pour un autre secteur. Et un exemple de ça, si vous voulez, c'est typiquement une marée noire. La marée noire, c'est une exploitation pétrolière, un accident pétrolier, comme par exemple dans le golfe du Mexique en 2010 avec l'explosion de Deepwater Horizon, la plateforme, qui du jour au lendemain a mis un terme aux pêcheries de crevettes. Il y avait toute une industrie, tout un secteur de la pêcherie à la crevette dans le golfe du Mexique, et littéralement, en un claquement de doigts, ce secteur a disparu, tellement il y avait de pollution et de pétrole dans les eaux. Et donc, au fur et à mesure que l'espace océanique est saturé par différentes revendications, par différentes utilisations, les interactions et les conflits entre ces utilisations s'intensifient, ce qui ouvre l'émergence à de nouveaux risques, à de nouvelles formes de risques. Pour ce qui est des limites, les limites, c'est un peu l'aspect intuitif quand on regarde pour la première fois cette accélération bleue. On se dit, mais jusqu'où ça va augmenter et à quelle vitesse et jusqu'à quand ça va continuer de croître comme ça? Et bien sûr, les ressources océaniques ne sont pas magiques, elles ne sont pas infinies, tout comme les ressources terrestres. Et on l'observe déjà. Si je prends le secteur pétrolier, du gaz par exemple, ce que vous voyez, c'est que aussi bien
l'exploitation en eau peu profonde qu'en eau profonde, non seulement stagne, mais a commencé à décroître déjà. Et c'est donc compensé par une exploitation ultra profonde. C'était notamment le cas de l'accident en 2010 dans le golfe du Mexique, qui bien sûr vient avec beaucoup plus de risques, puisque vous êtes en milieu beaucoup plus extrême, avec des pressions absolument incroyables. Et donc la production s'oriente progressivement vers des profondeurs plus importantes à mesure que les technologies apparaissent qui le permettent et que les gisements en eau peu profonde commencent à décliner, ce que l'on observe déjà. Et ça, ce sont des limites des ressources physiques, si vous voulez. Il n'y aura pas de pétrole éternellement, quelles que soient les technologies que l'on développe. Toutes les projections à l'heure actuelle montrent plus de pétrole en 2100. C'est assez frappant quand on voit la courbe. C'est-à-dire, vous voyez l'augmentation, ça continue d'augmenter jusqu'en 2050 si on ne change pas notre trajectoire, et puis ça finit inexorablement. Je vais vous parler un petit peu de biodiversité marine et un petit peu des enjeux pour demain. Alors d'abord, en termes de biodiversité marine, je vais vous dire quelque chose que Jean-Baptiste vous a déjà dit. C'est que l'évolution du vivant sur Terre, sur notre planète, c'est 3,6 milliards d'années d'évolution, d'apparition du vivant, de diversification, d'apparition de nouvelles lignées. Et sur ces 3,6 milliards d'années, finalement, la vie a fini par sortir des océans pour aller coloniser la terre ferme il y a seulement quelques millions d'années. Finalement, les océans, pendant longtemps, pour les êtres humains, ont été une sorte de peau bleue qui recouvrait quelque chose d'inconnu et d'assez dangereux. Jusqu'au XVIIIe siècle, c'était plutôt une source de danger. Et puis, depuis le milieu du siècle dernier, grâce à Gagan et Cousteau, on a eu les premiers scaphandres autonomes. Et il y a eu une démocratisation de cet accès à la vision sous-marine qui a permis à l'ensemble d'entre nous de réaliser ce qui était caché sous la surface de la mer et de réaliser à la fois la beauté, la richesse et la quantité de ressources, aussi bien sur le plan des connaissances que sur le plan de l'extraction de ressources qui nous attendaient là. Et puis donc pour revenir aux premières circumnavigations, pendant le 19e siècle, les scientifiques à bord de l'expédition Challenger ont réalisé une chose très importante aussi, c'était qu'il y avait de la vie sous la zone photique. Alors qu'est-ce qu'on appelle la zone photique ? C'est la zone dans laquelle les rayons du soleil pénètrent. Enfin, la vie sur Terre dépend de la matière. Enfin, la vie est faite de matière organique et elle a besoin de s'alimenter de matière organique. Et sur Terre, la matière organique, le seul canal de matière organique qui était connu pendant très longtemps, c'était la photosynthèse, c'est-à-dire la façon dont les plantes sont capables d'utiliser l'énergie du soleil pour synthétiser de la matière organique qui permet à des êtres vivants de s'alimenter. Et donc on pensait qu'en dessous de la zone où les rayons du soleil ne pénétraient plus, qui est entre 100 et 300 mètres, il n'y avait aucune vie. Et qu'au fond des océans, peut-être il y avait quelques misérables bestioles qui traînaient là, qui arrivaient à être les éboueurs de ce qui par hasard coulait du fond, mais que ça devait être assez pitoyable. Et puis en 1977, nos collègues américains à bord du sous-marin l'Alvin sont descendus, des géologues sont descendus pour aller évaluer des anomalies sous-marines, qui étaient les volcans sous-marins, qui sont les sources hydrothermales. Et donc la petite histoire raconte que le géologue a contacté son collègue biologiste pendant la plongée ou à la fin de la plongée et lui a dit « Dis donc, tu m'avais pas dit qu'il y avait rien là au fond parce que c'est incroyable nous ce qu'on a vu, hein. Il y a une quantité, il y a un terrain de jeu pour toi formidable. » Et effectivement, il y avait un terrain de jeu formidable. Et donc 1977, c'est pareil, c'était il y a même pas 50 ans, hein, la découverte des sources hydrothermales. Et donc, je vais vous emmener rêver un tout petit peu avec ce qui se cache sous la surface et qu'on a découvert si récemment au regard de notre durée d'évolution et de notre durée de vie sur Terre. Donc les principaux écosystèmes côtiers, je vais passer vite parce que la plupart d'entre vous les connaissent déjà. Les récifs coralliens, les mangroves, les herbiers de phanérogames, les forêts de kelp. Tous ces écosystèmes qui fabriquent en 3 dimensions des analogues de nos prairies et de nos forêts terrestres et qui sont des zones de nurserie, de nourrissage, des zones de concentration de vie où la vie foisonne en zone côtière et qui forment un cycle souvent. Des espèces vont plutôt pondre dans les mangroves alors que les adultes vont vivre dans les phanérogames ou dans les coraux. Et tout ça est interconnecté. Et puis, ces écosystèmes côtiers, qui sont ceux qu'on a connus le mieux, en fait, jusqu'à présent, ils baignent dans cette eau de mer qui est 830 fois plus dense que l'air. Alors, un autre problème que la pénétration de la lumière, c'était la pression.
L'eau de mer est 830 fois plus dense que l'air. Vous imaginez à chaque fois que vous descendez de 10 ou 20 mètres, la façon dont la pression augmente. Quand on arrive au fond des océans, ça devient insoutenable pour un être humain comme vous et moi. Mais il y a tout un tas d'animaux qui ont développé des adaptations à ces fortes pressions. Un autre tabou sur le fait que, enfin sur l'environnement profond et la colonne d'eau, c'est qu'il ne fait pas complètement noir, contrairement à ce qu'on a pensé pendant longtemps dans la colonne d'eau. Alors certes, ce n'est pas de la lumière qui permet la photosynthèse, en tout cas pas que ça ait été démontré jusqu'à présent, mais il y a énormément d'organismes bioluminescents dans la colonne d'eau et c'est magnifique. Il y a des profondeurs supérieures à 500 mètres en Atlantique Nord-Est, 90% des organismes sont bioluminescents. Donc contrairement à ce qu'on pense, il ne fait pas complètement noir là-dessous. Et pour avoir eu la chance d'y plonger, je peux vous dire que c'est assez remarquable et qu'on devrait emmener des couturiers et des artistes voir un petit peu toutes les formes et la bioluminescence qui se trouvent au fond. Et puis alors donc une autre chose, une autre révision majeure, c'est que le plancher océanique n'est pas du tout le désert qu'on pouvait imaginer. Alors certes, la biomasse est très faible, donc la quantité de matière organique au mètre carré est très très faible. En revanche, la diversité d'animaux est incroyable. Chaque mètre carré de plaine abyssale qu'on va échantillonner, on va y trouver des espèces différentes. Et donc je reviens, puisque j'arrive aux abysses, tout doucement depuis la côte, quelques définitions pour reprendre ce que Jean-Baptiste aime bien. Donc qu'est-ce que c'est que les abysses? C'est la partie de l'océan où la lumière solaire ne permet pas la production végétale nette, donc pas de photosynthèse. La limite supérieure de la pénétration de la lumière, vous avez les différents rayons de pénétration, c'est entre 100 et 300 mètres selon les conditions locales. Et pour rappel, la profondeur moyenne de l'océan, c'est 3600 mètres. Et la profondeur maximale, c'est 11 000 mètres, dans les zones qu'on qualifie de fosses hadales. Donc ce qu'on appelle en général les abysses, la nomenclature diverge un petit peu dans la communauté, mais souvent c'est ce qui est en dessous de 4 000 mètres, donc en dessous à peu près de la profondeur moyenne. C'est le royaume de la démesure, on part de 1 milliard de kilomètres carrés, les 2 tiers de la planète. Alors je vais vous emmener faire un petit tour en environnement profond, je vais essayer d'être assez rapide. Les récifs coralliens profonds. Alors, est-ce que vous saviez qu'il n'y a pas des récifs coralliens que dans les tropiques? Il y en a aussi le long de nos côtes européennes. La raison pour laquelle on ne le sait pas, c'est qu'ils sont bien trop profonds pour qu'on y ait accès, malgré tous les efforts de Cousteau et de Gagan. Ils sont en général à plusieurs centaines ou plusieurs milliers de mètres de profondeur, ces récifs. Ils n'ont esthétiquement rien à envier aux récifs tropicaux, si vous voulez mon avis, mais j'avoue que je ne suis pas objective sur la question. Donc il existe des récifs et des jardins coralliens profonds, des récifs qui se situent souvent, comme vous l'avez vu sur la carte, le long des marges continentales, et qui sont des habitats majeurs pour un très grand nombre d'espèces, dont des espèces d'intérêt halieutique. Alors je vais vous parler d'un certain nombre d'oasis dans ce désert que représente la plaine abyssale. Donc les récifs coralliens profonds sont les premiers que je vous présente et je vais tout de suite retourner une contre-vérité qui circule beaucoup dans la littérature. On va souvent vous parler de zones à très forte biodiversité. C'est pas vrai en fait. La vraie forte biodiversité, elle est dans la plaine abyssale. Ces zones-là, c'est des très fortes concentrations de biomasse. Une biomasse exceptionnelle, des animaux exceptionnels, vraiment des communautés très fournies avec des très fortes interactions. C'est pas nécessairement ce qu'on appelle des points chauds de biodiversité, ce qui n'enlève rien à leur valeur. Ensuite, on a sous la mer des montagnes qui n'ont pas dépassé la surface de l'eau. Donc on les ignore souvent. Pourtant, c'est des montagnes qui font plusieurs centaines ou plusieurs milliers de mètres de hauteur. Qui n'ont rien à envier pour certaines, à certaines montagnes des Alpes, qui sont des anomalies d'origine volcanique ou non, qui fournissent des habitats isolés au milieu des océans, avec une association fréquente d'espèces d'intérêt halieutique. En fait, ce qui se passe, c'est que ces montagnes agissent comme des déflecteurs de courant, et donc elles vont avoir tendance à toutes les particules qui sont à concentrer les particules qui se trouvent dans les courants océaniques, et à permettre ainsi à un certain nombre d'invertébrés, de petits animaux de s'alimenter. Et donc ça va nourrir toute une chaîne trophique qui va jusqu'aux poissons et jusqu'aux grands mammifères marins. Donc c'est des zones qui sont très favorables à la pêche, bien sûr, et c'est des zones qui sont très très fortes en termes de concentration de biomasse et de différentes lignées vivantes présentes. Alors je vous ai parlé des sources hydrothermales, je ne peux pas ne pas vous en parler encore un peu plus. Les sources hydrothermales, donc, qui sont à l'origine de ces explorations d'environnement profond depuis une 50aine d'années, qui sont des volcans sous-marins, qui sont en fait issus de la pénétration de l'eau de mer dans la surface de la croûte terrestre, qui ensuite est expulsée à très haute pression. Et en étant expulsée à cette haute pression, elle se charge dans tout un tas d'éléments chimiques et minéraux qui sont dans la surface du plancher océanique. Et donc,
ces sources hydrothermales émettent un fluide qui est très sirupeux, qui peut ressembler à un panache de fumée, en fait, qui est très concentré dans des éléments qui sont toxiques pour nous, qu'ils ne sont évidemment pas du tout pour les animaux qui habitent autour de ça. Donc c'est des animaux dont certaines bactéries ne se plaisent jamais autant qu'à 110 degrés. C'est la phase où elles se multiplient le plus, tellement elles sont joyeuses. Et puis on a des organismes comme des crevettes qui sont capables de traverser ces panaches qui font 350 degrés. Bon, elles vont un peu vite quand elles les traversent quand même, elles, mais... Voilà, et qui supportent des concentrations en arsenic, en métaux lourds, en cadmium, des choses qui sont inconcevables pour les organismes côtiers et encore moins pour la plupart des organismes terrestres comme nous. Donc, ces sources hydrothermales qui sont situées le long des rides médio-océaniques, elles supportent des communautés uniques, à très forte biomasse, qui sont très très denses, souvent très très jolies à regarder. Là, vous avez un bouquet de vers tubicoles qui s'appelle Riftia, en rouge. C'est assez magnifique. Et puis elles ont un homologue le long des marges continentales qui sont les sources de fluide froid, qui sont également, comme les sources hydrothermales, c'est quelque chose sur lequel je ne me suis pas arrêtée pour les sources hydrothermales, mais je vais vous le dire ici. La raison pour laquelle il y a de fortes biomasses ici, c'est pas qu'il y a des courants qui apportent des particules qui viennent de la surface, c'est qu'ici on a découvert cette voie alternative à la photosynthèse qui s'appelle la chimiosynthèse. Et la raison pour laquelle il y a de la vie dans ces deux grands types d'environnements profonds, les sources hydrothermales et les sources de fluide froid qui le long des marges continentales sont des émissions de méthane et de sulfure, c'est qu'il y a des bactéries qui sont capables d'utiliser les composés chimiques pour fabriquer de la matière organique. En d'autres termes, les bactéries dans ces écosystèmes jouent le rôle des plantes dans les écosystèmes terrestres et côtiers, mais au lieu d'utiliser l'énergie qui est donnée par le soleil, comme le font les plantes, elles utilisent l'énergie qui leur est donnée par les composés chimiques. Elles fabriquent de la matière organique et elles alimentent toutes les communautés d'invertébrés et de vertébrés qui fleurissent autour. Donc on a les sources de fluide froid, et je pourrais vous en parler encore pendant très longtemps, mais je vais bientôt devoir laisser la parole à Nicolas, et je voulais vous dire quelques mots encore sur la diversité de services qui sont rendus par cette diversité d'écosystèmes. Donc cet aperçu montre bien la diversité des écosystèmes marins, la diversité d'espèces et de communautés, qui présentent des histoires évolutives très différentes, qui remontent très loin dans l'histoire du vivant, et des adaptations à des environnements très contrastés, que ce soit en termes de propriétés physiques, donc avec des températures qui descendent à 2 degrés, des pressions hyperbares au fond des fosses Hadal à 11 000 mètres. Il y a des organismes qui arrivent à vivre, c'est inconcevable pour nous, qu'ils aient pu évoluer des corps qui leur permettent et des physiologies qui leur permettent de vivre là-dedans. Et on peut s'interroger sur les usages qu'on peut faire de cette diversité biologique, qui est aussi une diversité génomique et une diversité d'adaptation. Donc quand on va piocher des gènes dans ces environnements, qu'est-ce qu'on va y trouver ? Et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire en termes de biotechnologie ? Alors il y a un exercice qui nous rapproche, Jean-Baptiste et moi, parce qu'on a fait le même à 8 ans d'intervalle. C'est que vous voyez ici sur cette courbe l'augmentation des espèces marines domestiquées au fil du temps. Et puis vous voyez le nombre de produits naturels. Alors ça, c'était une étude d'un collègue, Macleal, je crois, un collègue portugais qui a fait une étude sur les produits naturels, qui a montré qu'il y avait énormément de produits naturels qui étaient issus de l'environnement marin. À peu près au même moment où on a fait cette étude, où on a compté le nombre de brevets qui étaient déposés associés à des gènes d'origine marine. Et donc, en faisant cet exercice, on s'est aperçu exactement au seuil dont vous a parlé Jean-Baptiste en 2000, donc cette grande accélération bleue, vous voyez cette croissance exponentielle du nombre de brevets qui est déposé avec des gènes d'origine marine. Ce qui est intéressant, c'est que nous, à la fin de cette étude qu'on a publiée en 2010-2011, on s'est demandé si cette tendance allait se poursuivre. Et donc, quand cette étude a été refaite avec des perspectives un peu différentes aussi et complémentaires en 2018 par l'équipe où travaillait Jean-Baptiste, ils ont trouvé que cette croissance exponentielle avait bien continué sur le même rail, on continuait à augmenter. Est-ce qu'on est à l'aube d'une révolution en termes de biotechnologie marine ? Je ne sais pas. En tout cas, je voulais vous parler un petit peu des différents usages. Les usages les plus importants, c'est en pharmacopée, en biomédical, en biologie moléculaire, en industrie agroalimentaire, en cosmétique, en environnement, notamment en bioremédiation, en biotechnologie, biocarburant. Donc, quelques exemples concrets d'une étude d'un collègue américain qui est paru en 2007. Donc des analgésiques. Alors le petit cône que vous voyez là-haut, là, c'est un petit mollusque. Il chasse en envoyant un dard et puis il immobilise sa proie avec un venin. De ce venin, on a tiré une ziconotine, voilà, qui est utilisée pour les analgésiques. Alors à titre indicatif, il est dit que à volume égal,
elle est 10 fois plus puissante que la morphine. Alors si vous plongez en zone tropicale, d'abord je vous recommande pour des raisons écologiques de ne jamais prélever un animal vivant, mais si vous prenez l'envie de prélever ce petit animal, ne le mettez pas dans votre poche. On extrait aussi des médicaments anti-cancer d'un certain nombre d'invertébrés avec des toxines anti-tumeurs qui sont déjà utilisées, des bloquants de division cellulaire qui étaient encore en test il y a quelques années. J'avoue que je n'ai pas révisé, je ne sais pas si ça a été mis sur le marché. Donc un marché de plus d'1 milliard de dollars par an. On a également des anti-herpès que vous connaissez probablement, pour certains d'entre vous, le Zovirax. On a des molécules d'origine marine qui font partie du traitement rétrovir contre le sida. Des polysaccharides microbiens hydrothermaux, justement, qui peuvent contribuer à la régénération des tissus et des os. Et puis des anticoagulants, notamment extraits de vers marins. En biomédical et en biologie moléculaire, on utilise beaucoup la bioluminescence. Et on utilise également beaucoup des protéines qui sont extraites d'un certain nombre d'organismes marins, beaucoup d'enzymes notamment. En termes de cosmétiques, on a un marché qui a été estimé en 2005 à 230 milliards de dollars. Je n'ai pas révisé, je ne pense pas que ça ait diminué. Au contraire. Et les organismes marins sont en fait riches dans tout un tas de composés qui sont très recherchés par l'industrie cosmétique, comme les caroténoïdes, la chlorophylle, les antioxydants, les collagènes et les antiradicaux. En termes de bioremédiation et de biocarburants, on a des bactéries qui sont capables de dégrader des contaminants, voire des hydrocarbures, qui sont des pistes possibles pour remédier à un certain nombre de pollutions et de marées noires. Et puis de façon concrète, il y a une industrie qui s'appelle Ultra Thin Valley Industries qui utilise des bactéries hydrothermales pour la fabrication de biocarburants, avec un marché qui était déjà assez considérable il y a un grand nombre d'années. Donc il y a une convergence entre la biodiversité et la diversité d'applications. Bon, l'intérêt des biotechnologies aussi, c'est que c'est une exploitation durable. On a besoin de très peu de matériel pour développer des biotechnologies. On n'a pas besoin de faire des grosses pêches. Je ne vous ai pas parlé d'équité. J'aurais pu vous en parler. Je vous aurais répété ce que Jean-Baptiste vous a dit. Si on prend les brevets tels que vous les avez vus, 10 pays possèdent 90% des brevets déposés sur des gènes d'origine marine. 3 pays en possèdent 70%. Donc c'est pareil en termes d'équité, on n'y est pas tout à fait. Alors, je suis obligée de finir sur ce petit bémol dont Jean-Baptiste vous a déjà parlé, puis après je passerai la parole à Nicolas. Alors, tout ça, c'est très beau. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à découvrir et il y a beaucoup de technologies à développer. Mais on a des taux actuels de disparition qui sont alarmants, avec des mangroves qui décroissent d'1% par an, donc moins 50% en moins de 100 ans. Des phanérogames qui décroissent de 7% par an, donc moins 30% sur une centaine d'années. Des coraux tropicaux dont 30% sont en déclin avec des prévisions de 60% d'ici 2030 et des coraux profonds dont on est incapable de calculer le déclin étant donné qu'on n'a aucun état zéro puisqu'on a commencé à les visualiser à la fin des années 90. Moi, je fais des recherches qui ne sont pas forcément très proches de l'écologie. Je suis généticien, mais j'ai quand même trouvé un moyen de relier mes recherches à des préoccupations sociétales. Et donc, j'ai appelé mon exposé aujourd'hui « Menace fantôme sur la biodiversité marine ». Qu'est-ce que j'entends par la menace fantôme ? C'est le fait que les activités humaines induisent une évolution rapide des espèces et des écosystèmes marins. Alors, Jean-Baptiste vous a présenté l'accélération bleue. Et en fait, cette accélération bleue, ça fait des accélérateurs bleus, des accélérateurs évolutifs, qui fait que les espèces marines ont leur évolution qui se produit beaucoup plus vite que ça ne se produisait avant. Et ça, c'est un problème. Alors, pour commencer, je voulais parler de ce que c'est que la biodiversité. Et en fait, en science, nous, ce qu'on appelle la biodiversité, il y a le mot diversité dedans, c'est en gros 3 niveaux. Il y a la diversité des écosystèmes. Est-ce qu'on a beaucoup ou pas beaucoup d'écosystèmes ? Donc, l'écosystème, ça va être la forêt, un champ, un herbier de Posidonie, une forêt de kelp. Il y a la diversité des espèces. Alors ça, c'est la star de la biodiversité. C'est la richesse spécifique. C'est ça le Graal, et c'est ça qui compte. Et ben moi, je suis en fait pas trop d'accord que c'est finalement ça qui compte. Moi aussi, pour moi, ça compte le patrimoine naturel, ça compte l'endémisme, ça compte aussi l'abondance. Et puis, il y a la diversité génétique, et je trouve qu'elle est importante. Voilà, donc pour vous montrer ce que ça peut donner, j'ai pris des exemples.
J'ai pris l'exemple de la Polynésie française, c'est un endroit que j'aime bien. Et régulièrement, à la télé, on vous dit « c'est un hotspot de biodiversité, c'est une biodiversité considérable à préserver ». Ben non, pour nous, c'est pas une richesse d'espèces vraiment très forte, quoi. Vous avez un gradient de couleur là. Quand il y a une richesse spécifique très forte, c'est rouge foncé. Quand c'est faible, c'est jaune. Et vous voyez, Tahiti, c'est jaune en fait. Donc vous plongez à Tahiti, vous voyez un poisson perroquet, une espèce de poisson perroquet. Vous allez en Indonésie, vous en voyez 30 ou 50 espèces différentes. Ça, c'est un hotspot de biodiversité normalement. Alors, pourquoi on dit que c'est un hotspot de biodiversité, Tahiti ? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'endémisme. C'est-à-dire que le poisson perroquet que vous voyez à Tahiti, ce n'est pas la même espèce, il ne fait pas partie des 30 espèces que vous voyez en Indonésie. Vous ne le voyez qu'à Tahiti. Mais bon, quand même, phylogénétiquement, c'est un poisson qui ressemble beaucoup à ceux d'Indonésie. Et puis, il y a beaucoup de biomasse, donc il y a une grosse quantité de poissons, de coraux, etc. Et ça, c'est important aussi. On a envie de conserver ça. Alors après, je prends la mer Méditerranée, parce qu'on est à Montpellier. Alors, elle est quand même assez riche, la Méditerranée. Elle abrite 7% des espèces marines pour 1% de la surface totale des océans. Donc oui, comme vous avez expliqué, Jean-Baptiste, on compte dans l'océan les mers. C'est un tout, c'est l'océan global. Il y a 27% d'espèces qu'on trouve qu'en Méditerranée. C'est pour ça que la diapo d'avant, j'avais mis la grande naque de Méditerranée. Ça, c'est une espèce endémique de Méditerranée, on la trouve que là. Normalement, sur notre diapo, j'ai mis le mérou aussi, qui est une espèce celle qu'on a envie de préserver, elle est qu'en Méditerranée. Après, je voulais vous parler, je passe un peu sur les activités anthropiques. Le canal de Suez a créé un pont entre la mer Rouge et la mer Méditerranée. J'en ai profité pour remettre le trafic maritime, c'est pour ça qu'on a fait le canal de Suez. Et donc, qu'est-ce que ça a fait le canal de Suez, en fait ? Ça a fait entrer plein d'espèces de mer Rouge dans la mer Méditerranée. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait ? On les compte, ces espèces ? Est-ce que c'est génial d'avoir ouvert le canal de Suez ? Ça augmente la richesse spécifique dans la Méditerranée ? Ou est-ce qu'on ne les compte pas ? Je n'ai pas tout à fait la réponse, pour être honnête, mais on se dit, voilà, il va falloir réfléchir un peu. Il n'y a pas que la quantité qui compte dans la biodiversité, il y a la qualité aussi qui compte. Ok, donc ça, c'est pas rien, c'est 900 espèces de mer Rouge qui sont rentrées en Méditerranée. Alors ça, on appelle ça la tropicalisation de la Méditerranée. Alors des fois, on vous rajoute le réchauffement climatique en disant c'est à la fois le canal de Suez et le réchauffement climatique. En fait, c'est pas vrai. C'est que le canal de Suez. Les espèces ont progressé du canal de Suez jusqu'à ici plus vite que le réchauffement climatique. Alors, maintenant que j'ai dit tout ça, comment on peut la préserver ? Alors, il y a une stratégie. Franchement, j'étais un vrai défenseur de cette stratégie, qui est la stratégie des espèces emblématiques. Et on va être gagnant-gagnant parce que en disant on protège cette espèce emblématique, on va en même temps protéger l'écosystème dans lequel elle habite et tout ira bien. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Les espèces protégées, elles ne se portent pas vraiment mieux et les écosystèmes dans lesquels elles vivent non plus. Donc après, on s'est dit on va faire des aires marines protégées, désigner des espaces. Alors il y a une science des aires marines protégées, j'ai travaillé là-dedans aussi, comment on va choisir les endroits qu'on protège. D'ailleurs, on a fait un petit film, si vous tapez connectivité marine sur YouTube, vous aurez ce petit film qui explique comment on peut faire des aires marines protégées. Alors, pour revenir sur la biodiversité, pour l'instant, j'ai une notion de biodiversité qui était un peu comme un inventaire d'espèces. Et ça, c'est un héritage historique, biblique en fait, de la création. Il y a les espèces qui sont là et c'est fixe, ça ne bouge pas. On a beau prendre des technologies modernes pour la mesurer, on va prendre de l'ADN, des navires océanographiques ultramodernes,
on mesure quelque chose qui est du XVIIIe siècle, la vision de Linné, en fait, de liste d'espèces. Ben en fait, la biodiversité, ce n'est pas une liste d'espèces, c'est un processus dynamique. C'est quelque chose qui évolue, qui bouge. Et la métaphore qu'on aime bien utiliser, c'est la métaphore du vélo, qui avait été proposée par Einstein, mais qui est en France très utilisée par Pierre-Henri Gouillon et Tatiana Giraud, qui sont deux évolutionnistes très renommés. Et en fait, la biodiversité, si elle n'avance pas, elle tombe par terre, comme un vélo. C'est un équilibre dynamique, il faut que ça bouge. Et là, j'ai rajouté qu'en fait, nous, avec les activités humaines, des fois, on la fait bouger trop vite. Voilà. Et c'est pour ça qu'à la fin, elle ne bouge plus, elle s'effondre. Donc, notre objectif, c'est que le deux roues de la biodiversité avance. C'est ça ce qu'il faut faire. Et ce qui l'empêche d'avancer, la perte d'habitat, la pollution, la surexploitation, les espèces invasives, le changement climatique. Et il y a celui-là que personne ne connaît, mais justement, je suis là pour vous en parler. C'est l'évolution induite par les activités humaines. Donc, je vais vous parler des espèces invasives et de l'évolution induite par les activités humaines. Donc, j'ai remis la diapo de Jean-Baptiste pour faire un lien, donc l'accélération bleue. Moi, j'ai eu ma thèse en 2000. Je savais déjà que ça allait mal. Je savais déjà qu'il fallait arrêter le trafic maritime. Je savais déjà qu'il fallait arrêter les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment déprimant de voir que ça a continué encore pire et encore pire et encore pire. Alors, les espèces invasives, pourquoi ça a continué ? Ben voilà, c'est le trafic maritime, ça n'arrête pas. C'est des navires toujours plus gros, toujours plus nombreux, dans des ports toujours plus gros. Donc, la mer devient envahie de navires qui vont de Chine en Europe, en Amérique du Nord, en Argentine et en Australie. Donc c'est ici, là, tout le trafic maritime. Et les espèces invasives, pour vous montrer pourquoi c'est grave, ce n'est pas seulement des espèces qu'on voit à l'œil nu. C'est aussi des espèces microscopiques, comme des parasites. Donc nous, on a travaillé sur un parasite de moule. Bon, il est un peu particulier parce qu'en fait, c'est un cancer de moule qui est contagieux. C'est les cellules du cancer qui se propagent de moule en moule comme un parasite depuis des centaines d'années. Et on a pu montrer que ce parasite de moule, il a été trimballé par un navire en fait, qui a des moules fixés sur sa coque jusqu'en Amérique du Sud. Et l'accélération bleue, c'est ça aussi. Donc, en 4 ans, il y a eu autant d'introductions entre 2011 et 2014 que pendant la décennie précédente. Donc ça ne s'arrête pas. Nous, on appelle ça la McDonaldisation biologique. La biodiversité aussi, elle se McDonaldise. Elle devient homogène partout sur toute la planète. Et après, je voulais vous faire un petit cours d'évolution parce que c'est mon domaine. Donc, l'évolution, en fait, c'est l'évolution de la composition génétique d'une population, soit dans le temps, soit dans l'espace, entre plusieurs générations, ou dans une population à un endroit I et une population à un autre endroit J. Et ce qui change la composition génétique d'une population, c'est 4 forces évolutives, ça marche, qui sont la mutation, la sélection, la migration et la dérive génétique. La dérive génétique, je ne vais pas vous le faire aujourd'hui, je vais vous faire vite fait les 3 autres forces évolutives. Avec des exemples. Alors j'ai pris un exemple pas marin, c'est les défenses d'éléphants. Donc pour vous montrer ce que c'est la mutation, c'est ce qui fait la variation génétique dans les populations. Donc une mutation sur ce gène-là qui s'appelle Amélix, ça fait qu'un éléphant, il n'a plus de défense. D'accord. Ici, une mutation sur ce gène qui s'appelle AHR, l'aryl hydrocarbone réceptor, ça fait que ce petit poisson qui s'appelle un fondulus, il arrive à résister à la pollution au PCB. Et des mutations dans plein de gènes, ça marche pareil chez les poissons que comme chez nous, ça fait qu'il y a des grands et des petits poissons. Donc la mutation, ça fait la variation génétique. Et après, il y a la sélection.
Alors, la sélection, souvent, on oublie de vous dire que le point de départ, c'est un changement environnemental. Si l'environnement ne change pas, il n'y a aucune raison de s'adapter. On est déjà adapté, en fait. Il faut que l'environnement change pour qu'il y ait des individus qui soient mieux adaptés que d'autres. Donc là, pour l'éléphant, c'est avant, il se faisait prédater par les lions et les défenses n'étaient pas forcément importantes. C'était peut-être même mieux d'avoir des défenses pour se défendre contre les lions. Et après, c'est l'homme qui a été le prédateur, mais lui, il voulait les défenses. Après, il y a la variation héritable. Donc, c'est une variation qui est transmise à la descendance. Donc, il y a les éléphants avec des défenses et sans défense. Et après, il y a la sélection naturelle qui fait que, comme l'environnement a changé, c'est les éléphants qui n'ont pas de défense qui survivent mieux, ils ne sont pas tués par les chasseurs, et puis ils donnent plus de descendants. Donc, le petit poisson Fondulus, lui, il a le changement d'environnement, c'est le port hyper pollué de Houston au Texas, la lagune de devant où il n'y a pas de pollution, il y a le gène dont je vous ai parlé là qui lui permet de résister, et on voit qu'il y a l'allèle de résistance qui est plus fréquent, donc l'allèle c'est la variation génétique, pardon, qui est plus fréquent dans les sites pollués que dans les sites non pollués. Et puis les poissons, le changement environnemental, c'est avant il n'y avait pas de filets, et maintenant il y a des filets, et les petits poissons arrivent à passer à travers les mailles du filet, mais pas les gros poissons. S'il y a une variation avec des gros poissons et des petits poissons, ben c'est les petits poissons qui sont favorisés. Et donc on fait diminuer la taille des poissons. Et c'est ça qui s'est produit. 3 exemples, morue, aiglefin, merlan. Et vous voyez qu'au cours du temps, de 1975 à 2006, la taille des poissons a diminué. Donc la pêche, ce n'est pas que seulement qu'il y a moins de poissons dans la mer, c'est aussi qu'on a créé des poissons plus petits. Donc la pêche a créé des poissons qui se reproduisent plus jeunes et qui grandissent moins vite et qui sont plus petits. Alors la dernière force évolutive, vite fait, la migration, c'est un peu comme une invasion, non pas d'espèces, mais de gènes. Ça crée des hybrides, et nous, on a découvert une lignée de moules hybrides qui vit que dans les ports. Et donc, c'est pareil, il y a des gènes qui ont été importés par les bateaux, qui ont créé une lignée hybride qu'on trouve dans les marinas. Et le problème de cette évolution, c'est qu'elle a du mal à retourner dans l'autre sens. Donc, les changements évolutifs sont irréversibles. Donc, j'en finis là. Les communautés d'espèces et la composition génétique des espèces sont modifiées à grande vitesse et de façon indélébile par les activités humaines. Ce n'est pas seulement les espèces non indigènes qu'on a introduites partout, mais c'est aussi des lignées, des génotypes, des mutations qu'on répand de partout. D'accord ? Donc ça, c'est pour ça que j'ai appelé ça menace fantôme. Ça ne se voit pas du tout, il faut séquencer des génomes pour le voir. Ça peut être des parasites. Ça, c'est pareil, c'est pas facile à détecter, surtout en milieu marin parce que on connaissait très mal les parasites marins. Donc, quand on les détecte, quand il y a une nouvelle maladie émergente, on se dit peut-être que le parasite, il vient d'ailleurs, mais c'est déjà trop tard, il a déjà une répartition mondiale. Donc, on ne peut plus montrer qu'il a été importé d'ailleurs. Et voilà, et donc je vais m'arrêter là, et voilà. Je vous remercie. Formidable avec des scientifiques que nous connus et qui nous ont régalé. Et bientôt, on va leur demander de revenir parce que c'était trop bien. Voilà. Une conférence très intéressante où j'ai appris énormément de choses et on voit l'importance de préserver cet espace-là qui est très riche en biodiversité, mais pas que, en ressources qu'il faut absolument préserver et développer d'économies durables aussi dans l'océan.